Pourquoi les enfants s'amusent à se faire peur très très jeunes? Pourquoi les êtres humains se racontent et se transmettent des histoires horribles et épouvantables depuis la nuit des temps? Pourquoi les tableaux et représentations graphiques ont toujours eu une part de bêtes dévorantes, de monstres, de chimères, de démons ou toute représentation anxiogène? Les livres, bandes dessinées, films, jeux vidéo d'épouvante et d'horreur sont un énorme marché qui ne connaît pas la crise car le public qui aime ce genre est très très fidèle. Pourquoi est-ce que les êtres humains aiment tant se faire peur? Franchement, se mettre en conditions répétées juste pour vivre des émotions négatives, ça n'a aucun sens. Qui est assez stupide pour faire ça? 54% de la population. Oui. Donc voyons quelle piste de réponse donne la psychologie pour expliquer un comportement aussi débile. It is as if God created the devil and gave him jaws. The one hope, the only hope, The Exorcist. It must be my imagination. Quand on se questionne sur l'attrait qu'ont les gens pour les films d'horreur, on se rend compte qu'en fait il existe beaucoup de travaux de psychologie sur le sujet. Comme toujours, toutes les sources sont en description et je t'invite grandement à aller les voir après avoir mis un pouce en l'air et t'être abonné. Je suis donc dans l'obligation de vous faire un condensé de ces travaux qui touchent aussi bien l'évolution de notre espèce, la génétique, la neurologie, la psychologie, nos cultures, croyances et représentations archétypales. La première chose à savoir, c'est que non, nous n'aimons pas tous les films d'horreur. Selon le chercheur danois Mathias Classen, 54% de la population apprécie l'angoisse que procurent les films d'horreur et la recherche. Car oui, on parle de peur, mais ces films procurent d'abord et avant tout de l'angoisse et de l'anxiété. La peur au sens propre est plus rarement véhiculée par les films d'horreur que stress et angoisse. Du coup, pour savoir pourquoi on aime ça, les scientifiques ont à peu près tous eu la même idée. Regardez, qu'est-ce que ça fait de regarder des films d'horreur sur la psychologie et la neuropsychologie des spectateurs? En sachant ce que ça fait, on saura sûrement c'est quoi qu'ils aiment là-dedans. Pas bête, hein? Alors la première chose à savoir concernant les films d'horreur, c'est qu'en dehors du fait qu'on peut faire les malins courageux quand on les regarde en groupe, c'est qu'ils nous font surtout libérer de l'adrénaline. L'adrénaline, dans son premier effet qui se coule, augmente la fréquence cardiaque et le volume sanguin, donc la pression artérielle, et permet également une dilatation des bronches et des pupilles, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour soit se battre, soit fuir. Et ça, c'est un élément super important. Les films d'horreur stimulent ce que l'on pourrait appeler la boucle d'appréhension de combat ou de fuite. Retenez au moins ça de la vidéo et vous aurez un bon élément en tête déjà. Depuis que l'homme existe, il est câblé pour repérer, faire face ou fuir les dangers. Encore aujourd'hui, nous disposons du même câblage neurologique, c'est d'ailleurs pour ça que les titres putaclic genre « Il a 10 doigts, ça se passe mal » ou « Les 7 dangers insoupçonnés de la levrette » fonctionnent mieux sur YouTube, et que les posts anxiogènes sur les réseaux sociaux sont 7 fois plus partagés et commentés que des posts neutres ou positifs. Le deuxième effet qui se coule de l'adrénaline va être de libérer du cortisol, ce qui va maintenir l'état d'alerte initié par l'adrénaline. Mais que se passe-t-il si, face à ce danger fictif ou non, on s'en sort bien? Les hormones du plaisir finissent par arriver. C'est donc une sensation plaisante pour le lecteur, spectateur ou joueur de contenu horrifique, et bien évidemment, cela s'ancre dans son circuit de la récompense a posteriori. Pour les personnes qui aiment les médias d'horreur, c'est parce qu'ils ont saisi qu'endosser une dose minime de stress, d'anxiété ou de peur va leur procurer dans l'après-coup une sensation d'apaisement et de plaisir. C'est une des théories sur le sujet qui a été le mieux validée scientifiquement. Les fans de films d'horreur sont avant tout des personnes qui recherchent des sensations fortes de façon générale. Ici, stress égale plaisir secondaire. Plus vous allez aimer les sports extrêmes, les manèges à sensations, les substances psychoactives, etc., plus vous serez enclin à aimer et rechercher des contenus d'horreur, de gore ou d'épouvante. Mais pourquoi alors 46% de la population n'aime pas les films d'horreur et surtout ne les supporte pas? Eh bien, un premier élément de réponse est de ne pas aimer les sensations fortes, de s'en sentir trop envahi pour pouvoir les mettre à distance et les apprécier. C'est ce qu'on appelle en termes freudiens le système de parexcitation. Parexcitation consiste à protéger l'organisme contre les excitations en provenance du monde extérieur qui, par leur intensité, risqueraient de le détruire.
Une autre explication, mais qui pour moi concorde avec celle de parexcitation, nous vient d'un caractère génétique, a priori le COMT, mais ne m'en demandez pas plus, qui fait que pour certaines personnes, l'expression particulière de ce gène ferait que la peur et l'anxiété montent plus vite en intensité et mettent plus de temps à réduire en intensité. A l'inverse, pour les spectateurs de films d'horreur, ceux qui aiment ça, l'exposition à des contenus leur permet d'avoir une montée plus lente de l'angoisse et une réduction plus rapide. Donc pour eux, l'excitation externe est soutenable. Maintenant, un autre aspect a attiré la curiosité des chercheurs, le contenu lui-même des films d'horreur. Le fait est que pour faire peur, un récit doit s'inscrire dans le référentiel de croyance du sujet qui s'y soumet. Ainsi, l'exorciste pourra faire rire des athées, mais terrifier des personnes croyantes. La sorcière de Blair Witch ou Paranormal Activities pourront faire davantage peur à des personnes qui croient aux fantômes et au paranormal, là où d'autres vont s'ennuyer copieux. Je vais personnellement être terrifié lorsque je vais surfer, car j'ai majoritairement surfé à La Réunion et que Les Dents de la Mer est un chef-d'œuvre. C'est mon système, ça vient se loger dans mon référentiel, ça touche à mes croyances. Bref, depuis les tout débuts du cinéma, ce qui fait peur, angoisse ou dégoûte chez les êtres humains, est toujours lié à des peurs archaïques. Ainsi, on retrouve toujours les ombres, la nuit ou les profondeurs aquatiques pour apporter la surprise et la peur de l'inconnu, ce que l'humain ne voit pas et ne connaît pas. Les maladies, souvent représentées dans leurs versions les plus dégoûtantes, qui apportent la notion de mort par contagion notamment. Les dents, qui représentent la crainte envers le règne animal et l'angoisse d'être dévoré. Depuis les slashers, on a davantage affaire au comportement grégaire, la folie et la violence des êtres humains, etc., etc. Les chercheurs ont donc remarqué que la plupart des stimuli qui composent nos peurs sont archaïques, donc n'ont plus grand chose à voir avec notre société actuelle et les risques réels que nous encourons. D'ailleurs, des recherches sur des enfants de 3 ans montrent que même s'ils n'ont jamais vu de serpent, leur temps d'observation pour ces animaux engrammés comme dangereux est supérieur au temps d'observation d'objets plus neutres. Leur conclusion est qu'il est inscrit en nous que nous devrions avoir peur de ce type d'animaux. Autre exemple, face à des photos d'armes, d'hommes encagoulés ou de tigres, des adultes déclenchent des signes de peur supérieurs face aux tigres. Cela indique encore que nous avons toujours plus peur d'un animal que nous ne rencontrerons jamais dans notre milieu, au détriment de dangers plus probables. Les scientifiques postulent donc que nous nous faisons d'abord et avant tout peur avec nos peurs anciennes, celles qui vont solliciter notre système limbique ou cerveau émotionnel pour schématiser. La nouvelle question que se posent alors les chercheurs est pourquoi, alors que nous n'avons plus à avoir peur de ce genre de stimuli, pourquoi en avons-nous toujours aussi peur de façon inconsciente et incontrôlée? Et surtout, pourquoi est-ce que certains prennent quand même plaisir à stimuler cela? La première raison est très simple, nous mettons des centaines ou milliers d'années à évoluer. La neuroplasticité c'est beau, mais ce n'est pas magique non plus, donc cela prendra sûrement très longtemps avant que l'être humain modifie son cerveau sur ce point en tout cas. La seconde raison est une hypothèse avancée par certains chercheurs, et c'est celle que je préfère car elle regroupe évolution, génétique, neurologie, comportementalisme et psychodynamie. Une théorie intégrative en somme. Pour comprendre cette théorie, nous devons regarder comment fonctionnent les mécaniques des films. Les films sont des représentations, des prismes de lecture sur le monde. Il y a toujours au moins 2 grilles de lecture d'un film, le contenu manifeste, premier degré, et le contenu latent, ou second degré de lecture. Un film utilise la symbolique, la condensation, le déplacement, l'irréel. Ça vous rappelle rien ça? Les rêves. Les films fonctionnent comme des rêves, et à ce titre, le cinéma d'horreur ne fait pas exception. Même si à ce jour il n'y a pas de consensus sur le sens réel des rêves et leur fonction, les différentes disciplines scientifiques convergent vers une tentative du cerveau pour classer les images, émotions, mouvements et informations vécues durant la journée, puis chercher à résoudre des problématiques, des atteintes d'objectifs ou assouvir des désirs. C'est là que les derniers travaux sur l'appétence pour les films d'horreur sont passionnants. Selon de plus en plus d'études, nous ne pouvons pas laisser tomber ces peurs archaïques et les réponses instinctives qu'elles doivent faire naître en nous. Au contraire, l'évolution aurait sélectionné les humains qui étaient sensibles au stress et stimulations dangereuses. Cela leur aurait permis de mieux faire face à un danger en sachant au mieux s'il fallait le combattre ou le fuir. Rappelez-vous, avoir peur, c'est sécréter de l'adrénaline, donc augmenter son rythme cardiaque, dilater ses bronches et ses pupilles, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour se battre ou s'échapper au maximum de ses capacités. Ce système nous sauve littéralement la vie en cas de danger réel.
Donc la théorie qui prend le pas actuellement est celle que les gens aujourd'hui adorent majoritairement regarder des contenus anxiogènes et stressants, car cela leur permet, comme les rêves, de se transposer dans une situation dangereuse, d'en mesurer les risques en toute sécurité et d'élaborer des solutions de survie. D'ailleurs, une étude de Thomas Straub en 2010 montre que, par imagerie médicale, que les zones du cerveau qui sont le plus stimulées durant le visionnage d'un film d'horreur sont les zones qui correspondent à la résolution de problèmes. Ils ont également cherché à tester une partie de cette hypothèse intégrative grâce au Covid. Grosso modo, dans cette étude, on mesurait chez les participants leur niveau de stress et leur capacité d'adaptation face à tous les stress que pouvait provoquer la situation du Covid en 2020. Et vous savez quoi ? Eh bien, les gens qui consommaient le plus de films d'horreur s'adaptaient mieux que les autres à la situation de pandémie, comme s'ils étaient déjà entraînés et qu'ils savaient mieux comment se comporter. Une seule étude ne peut pas donner de certitude, faut se calmer, mais c'est la première à ma connaissance qui vient appuyer cette théorie actuelle sur ce plan. Donc en fait, lire, regarder ou jouer à des contenus d'horreur, c'est un peu comme si on aiguisait un sens en mal de stimulation. Matthias Classen parle de calibrage de notre système d'alerte fuite ou combat, pour la survie de l'espèce. À bien y réfléchir, c'est aussi ce que font les célibataires en regardant des films à l'eau de rose, emmitouflés dans un plaid avec leur chat et leur glace Ben & Jerry's. Ils se préparent à la parade amoureuse, pour la survie de l'espèce. C'est comme moi, quand je regarde Interstellar pour la 47e fois, je m'entraîne à tous vous sauver, pour la survie de... Non. En fait, moi, c'est juste pour jouer à Adam et Ève avec Anna Tawai. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé et je suis obligé d'être très honnête avec toi. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan des films d'horreur, de gore, de slasher, d'épouvante ou quoi que ce soit. J'aime quand un film me cueille et que je ne sais pas où il m'amène et que je ne vois pas venir la fin. Vu que les codes du genre de l'horreur sont hyper définis, il est trop facile de voir toutes les ficelles et donc je me fais vite chier comme un rat mort en fait. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas tombé sur les bons films, donc si tu veux m'en conseiller un ou deux en commentaire, je suis preneur. Crois-moi, j'irai voir ce que tu me proposes parce que je ne suis pas peureux, mais j'ai une double dose de curiosité, ça c'est sûr. Si tu as appris quelque chose, merci de poser un pouce pour remercier du travail accompli, de t'abonner et d'activer la cloche pour voir tous les prochains épisodes. C'est un petit geste pour toi et un bon retour pour moi face à l'algorithme à la con de YouTube. Si la psychologie et ce qui se passe dans un cabinet entre le patient et son psychologue t'intéresse, je t'invite fortement à te procurer mon livre Sur le divan de mes patients. Si tu souhaites soutenir davantage la chaîne, tu peux aller sur Tipeee. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.